Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Au programme aujourd'hui, direction l'INSPE de Sarreguemines où les futurs enseignants pourraient donner des cours à distance pour cette nouvelle rentrée scolaire. Les Sarregueminois sont-ils partis en vacances cet été? Réponse dans ce journal. Et vous pourrez voir également notre dernier reportage sur le circuit du lait à Sarrebourg, entre les murs de la coopérative Unicolé. Mais on démarre ce journal à Rimelin où le mobilier de l'église fait peau neuve. Marie-Morgane et David sont sur place. Salut David. Salut Rani. Alors ça en est où ? Écoute, les travaux ont démarré lundi. C'est une restauration du mobilier, notamment la chaire à prêcher et le retable du maître-autel qui ont été sculptés par Jean Mastersteck au XVIIIe siècle et sont classés au titre des monuments historiques. Le coût des travaux avoisine les 100 000 € hors taxes. Pour les financer, la municipalité a fait appel à la Fondation du patrimoine et a lancé un appel aux dons au mois de juin. Il est d'ailleurs toujours possible de donner. Donc si jamais, Rani, tu veux donner de l'argent pour Rimelin, tu peux le faire. Aujourd'hui, ce projet se concrétise. Ce projet se concrétise enfin. Il faut savoir que la commune souhaitait déjà engager une restauration en 1999. Les travaux ont finalement été annulés à cause de la fameuse tempête qui a eu lieu la même année. Eh bien, merci à toi et merci à Marie-Morgane pour les images. On vous retrouve d'ici quelques minutes pour plus d'informations. Le temps de regarder les brèves du jour. Le radar mobile installé sur la route départementale des 662 entre la ferme du Grand Visin et la Hermès-Capelle a été pris pour cible par les anti-radars. Il a été tagué et n'est plus opérationnel actuellement. Ce n'est pas la première dégradation subie par ce radar, où qu'il soit sur la départementale 662. Le président de région, Jean Rotner, a annoncé que le Grand Est fournira 2 masques gratuits, lavables et réutilisables à chaque lycéen pour la rentrée. Le président de l'exécutif régional a précisé que ces masques sont fabriqués chez nous, dans la région Grand Est. Le Foyer des Lacs organise en cette fin août des soirées de cinéma en plein air sur grand écran à l'aire sportive de l'espace culturel de Putelange-au-Lac. Ces soirées sont organisées dans le cadre du festival Les Étendards. Le prochain rendez-vous est prévu ce week-end 28 août à 21h30. L'usine de confection de costumes pour hommes Taylor Off va arrêter sa production à Gudingen fin octobre. Elle a été présente sur le site sarrois depuis 1930 et sera désormais délocalisée au Portugal. 130 salariés, dont une majorité de frontaliers, seront licenciés. Les éducateurs canins Gwen et Paul organisent actuellement des initiations au canipaddle sur la Blise, un sport ludique qui consiste à tenir debout sur une planche et à pagayer en compagnie de votre chien. Le but est de calmer et détendre l'animal en lui faisant plaisir. La fin des vacances approche à grands pas et il semble que les journées ensoleillées aussi. Voici les prévisions météo de demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, la météo ne sera pas au beau fixe à la veille du week-end. Demain matin, le ciel sera très nuageux et quelques averses sont prévues. L'après-midi, les nuages devraient doucement se dissiper, de même pour les averses qui se feront de plus en plus rares. On perd quelques degrés sur le thermomètre, le matin il fera 14 degrés, les maximales iront jusqu'à 20 degrés. Demain nous serons le vendredi 28 août, ce sera la Saint-Augustin. Le soleil sera parmi nous de 6h43 à 20h21. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. À Rimelin, des travaux de restauration sont en cours dans l'église. Pour les réaliser, un appel d'offres avait été lancé. C'est une entreprise parisienne qui l'a décroché. C'est le cabinet Amélie Métivier, spécialisé dans la conservation et la restauration de sculptures. Un artisanat pointilleux que l'on découvre dans ce reportage.
Hélène Dreyfus est conservatrice-restauratrice de biens culturels. Son travail consiste à conserver et ou retrouver les matériaux anciens sur des biens historiques. Aujourd'hui, elle est à Rimelin pour restaurer le mobilier de l'église qui date du XVIIIe siècle. Le principal travail qu'on va faire sur cette chaire à prêcher, c'est de retirer la dernière couche de peinture qui a été posée dans les années 80 et qui imite un faux bois, ce qui est complètement en contradiction avec l'aspect d'origine qui était coloré. Pour y parvenir, l'équipe du cabinet Amélie Métivier utilise une technique originale de microsablage. C'est-à-dire c'est de la projection d'abrasifs très fins avec des machines qu'on appelle des microsableuses, donc c'est sous air comprimé. Et donc on travaille avec des pressions très basses et l'objectif est d'user la dernière couche en fait pour revenir à la dernière intervention colorée. Ce surpeint date du début du XXe siècle. Une technique manuelle permet également de réaliser des ajustements. Alors, sur certaines parties qui sont trop fragiles pour être traitées par microsablage, notamment les parties qui sont dorées à la feuille, on va travailler par dégagement au scalpel, qui est une technique qui est plus traditionnelle pour ce type de travaux. Donc là, je suis en train de faire du dégagement de couches picturales au scalpel, donc avec un bistouri. Il s'agit simplement de gratter la dernière couche de peinture marron, la peinture faux bois. La chaire à prêcher de Rimelin est classée au titre des monuments historiques. Les manipulations sont très minutieuses et le faux pas n'est pas permis. En fait, si on n'a pas l'œil assez aguerri et qu'on n'est pas assez expérimenté, clairement, on peut très vite faire des trous dans les couches de peinture, puisqu'elles sont évidemment très fragiles. Un métier pointilleux pour une opération délicate. Pour financer le projet, un appel aux dons a été lancé en partenariat avec la Fondation du patrimoine. Le coût s'élève à 100 000 € hors taxe. La moitié est soutenue par la DRAC. On a choisi au niveau de la Direction régionale des affaires culturelles d'accompagner ce projet parce qu'il nous semblait important d'aider la commune à retirer cette couche de peinture marron qui recouvre cette chaire classée au titre des monuments historiques et qui nuit à sa reconnaissance comme un monument ancien puisque ça la banalise extrêmement. Hormis quelques ajustements, il n'y aura pas de retouche peinture sur cette restauration. L'objectif est de retrouver l'apparence d'antan, très colorée. Rendez-vous dans 3 mois pour voir le résultat. L'aspect polychromé. Et nous sommes maintenant en direct avec Éric Emert, maire de Rimelin. Bonjour. Bonjour madame. Alors, est-ce que vous êtes satisfait des opérations qui sont menées jusqu'à présent et qu'est-ce que ça représente pour la commune ? C'est-à-dire on est tout au début de la phase des travaux et on est bien sûr qu'on est content que les travaux démarrent parce que c'est un projet qui nous tient à cœur depuis quelques années et il faut dire que maintenant le départ réel est donné depuis lundi dernier et on est très satisfait de ce démarrage. On est très content. Alors pour financer cette restauration, on l'a dit, vous avez lancé un appel aux dons. Combien avez-vous récolté jusqu'à présent ? Vous savez, d'abord, avant de commencer de parler d'appel de dons, il faut d'abord dire merci à la municipalité, merci au conseil de fabrique et merci à toute la population de soutenir ce projet qui nous tenait à cœur. Et concernant l'appel de dons, on a démarré vraiment officiellement depuis le 15 août, nous sommes au démarrage. Si je vous donne une somme, ce serait un pur mensonge parce que je ne peux pas vous dire exactement ce qu'on a récolté, mais sachez que tous les jours, on a quelques dons qui arrivent, soit à la Fondation du patrimoine, soit au conseil de fabrique, soit même à l'association Mémoire et Patrimoine de Rimelin. Donc je ne peux pas vous certifier une somme, on n'en est qu'au début, mais on est très confiant et malgré la crise, on nous soutient et on soutient ce projet. Alors je suis très heureux déjà de démarrer ce projet avec tous les protagonistes, qui nous soutiennent et deuxièmement, également, il faut que vous sachiez que nous tenons à cette église. Bien sûr, nous ne sommes pas ni Notre-Dame de Chartres, ni Notre-Dame de Paris, ni même la citadelle de Bitche. Alors, ce qui veut dire ni Peggy, en son temps, serait arrêté à Rimelin, ni Victor Hugo, je me plais à le dire, et ni Stéphane Bern pour le loto du patrimoine. Alors, on se débrouille et on est très content du démarrage de ces travaux. Édifice, finalement. Ça reste de toute façon oui, un bel tout édifice. À fait. Ça reste un bel édifice. Pour toute façon, pour Rimelin et pour ses habitants, on y tient comme à la prunelle de nos yeux. L'Église appartient à tout le monde. On veut donner sa valeur originelle et elle appartient, quelles que soient les obédiences religieuses. Ou c'est pour tous les habitants. L'Église est au milieu du village et c'est une référence pour tout le monde. Et justement, après ce projet, il est prévu une restauration totale de l'Église. Pour terminer, en quoi
va consister ces travaux? Combien ça va coûter et quand est-ce que c'est prévu? Alors oui, parce on peut certainement se poser beaucoup de questions. Pourquoi un tel chantier? Vous savez, ce que je vous ai dit, l'église est au centre du village, c'est une référence. Et l'église, c'était comment je veux dire, chaque fois qu'on y est, c'est une référence aussi dans le partage, c'est une référence dans la joie et le bonheur. Alors on veut égayer toute cette partie de notre village, la réhabiliter et donner sa beauté originelle et avec des couleurs vives et joyeuses. Et c'est pour ça qu'on a ce programme. Et comment je veux dire, vous m'avez posé une question, pourquoi ce chantier? Le chantier, parce qu'on y a cru et on y croit, parce que c'est notre référence à nous. Je me répète. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie et surtout n'oubliez pas l'appel de don. C'est noté. Merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Autre chantier, pas encore commencé mais presque, et cette fois à vocation commerciale. Un nouveau supermarché va voir le jour à Sarreguemines, idéalement situé en lisière de la zone commerciale de Neunkirch et de la zone industrielle. On vous en dit plus. Fuji devient Aldi. Il aura fallu 11 ans pour que le site des anciens laboratoires Fujifilm trouve une nouvelle affectation. Et ce sera une vocation commerciale. L'enseigne Aldi, qui avait disparu de Sarreguemines depuis plusieurs années, va raser le bâtiment pour construire un nouveau magasin. Les travaux n'ont pas encore commencé, mais ça ne devrait plus tarder. Le permis de construire a été validé. Il prévoit une surface de 1484 m² pour le magasin, la réserve et les locaux sociaux. La clientèle bénéficiera d'un parking de 80 places avec des emplacements dédiés aux véhicules électriques. L'accès se fera par la rue des Frères Rémy. Souvenez-vous, cette année, les élèves comme les enseignants avaient dû s'adapter et suivre les cours à distance. C'était le cas aussi pour les étudiants de l'INSPE. Leur rentrée scolaire a déjà eu lieu et nous avons rencontré 2 étudiantes qui vont peut-être devoir donner à leur tour des cours sur ordinateur. C'est un reportage de Marie-Morgane Lorenz. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Le 16 mars dernier, les écoles ont donc fermé leurs portes. Rapidement, il a fallu que les établissements trouvent des solutions pour que les élèves puissent malgré tout suivre leur programme. Des cours à distance ont donc été mis en place avec de nouveaux outils à gérer. Étaient concernés également les étudiants qui se destinent à leur tour à l'enseignement. C'est le cas d'Agnès et Lucie. On a eu beaucoup de cours par mail, des cours également en vidéoconférence. Donc c'était assez compliqué de gérer ça et de surtout devoir également faire tout ce qui était les dossiers, les partiels, car c'était vers la fin de l'année, donc c'était surtout ça. Effectivement, il a fallu s'adapter puisque du coup les journées, il fallait les gérer différemment et vraiment progresser à son rythme, mais tout en respectant le travail qu'il fallait fournir, quoi. Des habitudes à prendre qui pourraient finalement avoir un impact positif sur leur future carrière en acquérant ces nouvelles compétences. Elles ont d'ailleurs déjà des idées pour enseigner autrement. Il y a beaucoup de logiciels qui existent avec des jeux pour pouvoir apprendre par le jeu qui a été mis en place pendant le confinement pour que les élèves puissent vraiment travailler d'eux-mêmes et pouvoir faire ça également par le jeu, car à l'école on utilise aussi beaucoup de jeux, de divertissements pour que les élèves puissent apprendre plus facilement. Moi, c'est vrai par Internet, on peut faire énormément de choses et on trouve énormément de ressources aussi qui justement font que l'enseignement à distance n'est pas facilité, mais on peut trouver énormément de ressources qui vont nous permettre de proposer de nombreuses choses aux élèves par Internet et du coup à distance aussi. Et c'est vrai que du point de vue là, c'est très intéressant. Les écoles passent de plus en plus au tout numérique. Les élèves disposent de nombreuses ressources et d'outils diversifiés. Pour les futures enseignantes, ces usages vont encore plus se généraliser. Je pense que c'est bien pour les élèves parce que c'est quand même une grande source de motivation. On peut faire énormément de choses ludiques avec les ordinateurs aussi, ce qui est aussi très motivant pour les élèves. Mais je pense qu'une certaine dose de travail avec le numérique doit être respectée et ne doit pas être trop abusive vu le contexte dans lequel les générations actuelles évoluent et sont sans cesse
en face des écrans, etc. Dans le futur, la technologie, je pense qu'elle va se développer de plus en plus, donc c'est important pour les élèves de pouvoir utiliser la technologie et de pouvoir être tous les jours en contact avec cet environnement-là. Le présentiel, forcément, c'est le plus important parce que je pense que pour les élèves et même pour les enseignants, c'est beaucoup plus facile de transmettre du savoir pour l'enseignant, mais aussi de construire le savoir pour l'élève. Et du point de vue là, pour moi, le présentiel, il est plus qu'important, quoi. Cette année, elles auront peut-être l'occasion de mettre à profit leurs nouvelles aptitudes face à leurs premiers élèves. Eux aussi doivent retourner sur les bancs de l'école pour s'imprégner des nouvelles technologies, un domaine pas toujours évident pour les seniors. Et pourtant, ils en ont besoin de plus en plus. Reportage de nos confrères de TV8. Mais comment ça marche tout ça? Pour y voir un peu plus clair, le centre social ASBH de Frémin-Merlebac a commencé des ateliers numériques pour les seniors. Le but? Faire d'eux des personnes autonomes afin qu'ils puissent faire au mieux la transition entre le monde d'aujourd'hui et de demain. De plus en plus, les organismes comme la CARSAT ne donnent plus, par exemple, d'attestation de paiement ou ce genre de choses pour les personnes âgées. Donc, c'est une manière pour eux aussi d'aider cette transition pour les personnes âgées vers un monde qui est de plus en plus informatique et où ils n'auront plus le choix, ils vont être obligés de faire leurs démarches en ligne. Découverte globale de la tablette. Comment l'allumer et ouvrir une appli? Il faut commencer par les bases. L'objectif, c'était quand même de leur donner quelques bases qui comprennent comment fonctionne la tablette, mais l'objectif des cours suivants, c'est de leur donner des petits exercices pour qu'ils puissent pratiquer ce qu'ils ont vu, comment on utilise la tablette, et petit à petit, avec un petit peu de théorie ajoutée et puis la pratique de ce qu'ils ont déjà pu voir avant, ça va leur permettre de se rendre compte qu'ils savent faire des choses. Quelques séances seront nécessaires pour assimiler toutes les connaissances, mais tous sont bien motivés. J'estime qu'à l'heure actuelle, il faut vraiment se mettre au courant de tout ce qui est numérique et je voudrais progresser. Déjà voir tout ce qui est administratif, m'aider dans tout ce qui est administratif et aussi pour des recherches sur Internet. Les cours se dérouleront jusqu'au 24 septembre à raison de 2 fois par semaine. Personnalisation de la tablette, gestion des applications, tout sera passé au peigne fin. Mais pour l'heure, on ne peut que souhaiter du courage à ces seniors en pleine mise à jour vers le 2.0. Et d'autres reportages sont à suivre après la pub. Cet été, partez en famille à la découverte du parc Explore Vindel. Suivez la trace du mineur et son quotidien dans le musée Les Mineurs Vindel. Traversez les galeries de charbon de la mine grandeur nature. Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 18h. Réservation obligatoire par téléphone, mail ou sur www.parc-explore.com. Les appareils auditifs ne sont pas très discrets, pas esthétiques. Par le passé, c'était vrai. Avant, on avait des systèmes comme celui-ci. Maintenant, on a l'intra-auriculaire qui va se nicher totalement dans le conduit auditif et le micro-contour. Je vais vous le mettre pour le prouver. Hop. Voilà. On ne peut pas dire que c'est pas discret. Vous êtes salarié? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines. C'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Après la traite chez l'exploitant et le ramassage, le lait continue sa route direction Sarrebourg où Unicolait nous ouvre ses portes. C'est ici que le lait est analysé, puis stocké dans des cuves avant de partir chez les transformateurs du groupe Lactalis. Unicolait est un site de réception. Aucune transformation du lait ne se fait ici. Ce qui n'empêche pas la coopérative d'être cruciale. Une fois la récolte chez les producteurs terminée, le chauffeur ramasseur doit peser le camion, se rendre dans la zone de dépotage et attendre que les analyses soient faites. Donc à l'arrivée du camion, je sélectionne la citerne
Et à ce moment, donc, le lait arrive jusque dans mon bac. À ce moment-là, je prélève un échantillon pour faire mes analyses. Ces manipulations sont rapides, mais très importantes, car elles ont le pouvoir de stopper le parcours du lait ou de le faire accéder aux étapes suivantes. Les analyses permettent de déceler notamment l'acidité. On contrôle le test à l'alcool. Toujours pareil. Voilà. Donc si c'est pas bon, il y a des petits grumeaux où ça devient tout vert ou tout jaune. Cette fois-ci, tout est correct. On vérifie également le pH de l'échantillon qui doit se trouver entre 6,65 et 7,85. D'autres examens permettent de trouver des traces d'antibiotiques. Donc résultat négatif, pas de traces d'antibiotiques. Donc une fois qu'il a le feu vert, les tuyaux sont branchés, donc le camion est vidé et la réception prend le relais pour envoyer ce lait vers différentes citernes en passant dans un premier temps dans la pasteurisation. C'est-à-dire que le lait est chauffé à 70 degrés pendant quelques secondes pour supprimer les germes pouvant altérer le lait pendant le transport. Une fois réceptionné, il sera ensuite dispatché à plusieurs endroits pour le groupe Lactalis. Environ 60% du lait va à Corcieux, chez Marcilla, c'est juste à côté de Géramé dans les Vosges, à 80 km. Donc ils font du fromage à pâte molle, du style brie. 20% du lait, c'est le lait bio. Le lait bio que depuis 1994, il va toujours à Clermont dans l'Oise. Pour les 20% restants, il y a une partie qui part à Milan, dans les usines Galbani, quelquefois pour faire de la mozzarella Galbani. Production locale ne veut donc pas forcément dire consommation locale, d'autant plus que le bassin parisien est le plus gros consommateur de laitage. En une année, Unicolait voit passer 160 millions de litres récoltés auprès de 260 exploitations. À Épinal, des enfants ont réalisé des tableaux pour remercier le personnel soignant du centre hospitalier Émile Durkheim, un hôpital qui a su se mobiliser pendant la pandémie, l'occasion de savoir si l'hôpital est prêt en cas de seconde vague. Ces mots, ce sont ceux d'enfants du centre Léo Lagrange d'Épinal qui, ces dernières semaines, ont réalisé ces tableaux, accrochés désormais dans le hall d'accueil de l'entrée sud de l'hôpital d'Épinal. Des mots pour remercier le personnel soignant qui, durant la pandémie de Covid-19, a été en première ligne. Mais alors que l'on parle de plus en plus et que l'on redoute une seconde vague possible, l'hôpital et son personnel sont-ils prêts à y faire face ? Nous avons aujourd'hui un certain nombre de stocks de masques et d'autres équipements de protection individuelle. Nos équipes, par contre, sont sortis quand même de la première vague assez fatigués. Ils ont été beaucoup exposés et avec des rythmes de travail qui étaient des rythmes de travail importants. Au niveau équipement, nous avons un service de réanimation. Nous sommes sur l'établissement Épinal à disposer d'un tel service. Donc nous avons une responsabilité particulière. Lors de la première vague, nous avons dû renforcer ces équipements et nous avons triplé notre capacité de réanimation. Là encore une fois, nous espérons ne pas avoir à prendre en place des mesures aussi extrêmes, puisque pour tripler cette capacité, nous avions dû déprogrammer un certain nombre d'activités de façon à dégager justement des respirateurs. Un schéma dans lequel les dirigeants de l'hôpital ne souhaitent pas retomber. De façon à pouvoir continuer à maintenir un service à la population le plus complet possible. Mais ça dépendra évidemment, s'il doit y avoir une reprise de l'épidémie, de l'ampleur de cette reprise. Selon Santé publique France, on enregistrait la semaine dernière dans les Vosges une trentaine de nouveaux cas positifs, 12 hospitalisations, mais plus personne en réanimation, comme c'est le cas depuis fin juin. Dans notre département toujours, 267 personnes, dont la dernière pas plus tard qu'hier, sont décédées à l'hôpital depuis le début de l'épidémie. Beaucoup de personnes qui avaient l'habitude de voyager pendant leur congé d'été sont restées chez eux cette année. Réaction au micro de Julia Bitran et Guillaume Dumonteil. On n'est pas parti en fait à cause du coronavirus. On a préféré rester à la maison cette année, ne pas partir. Ce sera pour l'année prochaine. Vu les conditions pour prendre les avions, masques et compagnie, pas trop envie, tout ça. À cause du Covid, oui, voilà, on n'a pas eu le courage. On n'a pas le courage de partir, alors on attend que ça se passe. On espère que ça ira mieux d'ici quelques temps, mais bon, on est confiant, on verra. On n'est tout simplement pas parti.
Donc on a fait que des choses dans la région. Rien à voir avec le coronavirus. C'est prévu que je reste ici cet été. On partait tout le temps, mais là on n'ose pas trop. On se méfie un peu, alors on préfère attendre, voir ce qui se passe par la suite. Et en fonction d'eux, on avisera. On garde cet argent pour cet hiver. On pourra partir en sport d'hiver du coup. Ce sera des vacances de Toussaint, mais pas des vacances d'été. On part dans une maison de famille en Ardèche, qu'en famille. Pas de festival Les Étendards cet été, mais un peu d'insouciance sur écran géant. C'est ce que propose le Foyer des Lacs de Puclange pour animer vos derniers jours de congé. Catherine Henrich a assisté à la séance de vendredi dernier. Un dernier air de vacances sous le soleil couchant de Puclange-au-Lac. Si cette année le festival Les Étendards n'a pas eu lieu, les membres du Foyer des Lacs tenaient à offrir au public une animation estivale pour garder le contact. On essaye de recréer le lien, de voir comment le public va réagir ce soir déjà, et puis la semaine prochaine avec l'élan de cette soirée. Mais on aimerait qu'ils se réhabituent. On était à 250 spectateurs l'année dernière à cette période ici. On espère reconquérir petit à petit ce public. C'est donc 2 week-ends de cinéma en plein air et un concert rock qui ont été programmés. Ce soir, c'est la première séance. Projeter en extérieur n'est pas plus compliqué en soi que projeter dans une salle, à quelques détails près. Ça nécessite d'anticiper un petit peu et puis ça nécessite de parler un petit peu au public. Il faut les avertir que les réglages vont pas être forcément simples tout de suite du premier coup, qu'il va falloir peut-être arrêter la séance 1 ou 2 minutes avant pour faire quelques réglages. Ce qui est plus compliqué, c'est de maîtriser la météo et donc comme on la maîtrise pas, ben voilà. Et la météo a été un peu capricieuse au cours de l'installation, mais le public est venu profiter de cette séance qui change de l'ordinaire. Une centaine de personnes s'est réunie autour d'une comédie familiale et conviviale qui fait du bien au moral, un vrai moment de vacances. C'est l'esprit du festival. Le festival, c'était pendant la période d'été, proposer aux gens qui ne partent pas en vacances des loisirs, des animations, l'accès à la culture. Et samedi, les vacances se termineront en musique avec un concert rock dès 20h. Et pour terminer notre journal, on vous propose une nouvelle activité pour nos amis à 4 pattes. Si vous souhaitez allier plaisir et éducation canine, eh bien laissez-vous tenter par le Canipaddle. Morane Grandcola a suivi une initiation. Bonne fin de programme, belle journée et à demain. Eros, 5 ans. Ozzy, 2 ans. Et Paco, 9 mois. Tous les 3 vont s'initier au Canipaddle, un sport ludique qui consiste à tenir debout sur une planche et à pagayer en compagnie de votre animal. Mais avant de se jeter à l'eau, il faut se familiariser avec la planche. Voilà. Là, je vais essayer de le faire rester un petit peu. Ouais, c'est bien ça, c'est exactement ce que je veux, d'accord? Tiens, mon loup. Voilà, c'est très bien. Super. Une fois que le chien s'est habitué au matériel, place à la pratique. Accompagnés de Stéphane, les chiens montent sur la planche et prennent le large. Après une petite balade sur la Blise, le chien retrouve enfin son maître sur la terre ferme. L'activité est proposée par l'entreprise Gwen et Paul, spécialiste en éducation canine, avec un but bien précis. Le but, c'est de faire autre chose à son chien que de faire des promenades quotidiennes et routinières, j'ai envie de dire. Mais pour nous, en tant que professionnels, ça nous aide sur certains chiens qui ont des comportements un peu déviants. Ils doivent avoir quelques autocontrôles sur le paddle, donc du coup, émotionnellement, ça les change. Et ça leur sort de leur état émotionnel constant, qui est parfois l'hyperactivité, le stress, l'excitation, voire la crainte. Beaucoup d'émotions donc pour calmer et détendre l'animal, mais également pour lui faire plaisir.
Les maîtres sont ravis. Ce que j'attendais, c'était surtout pour le chien, qu'il prenne plaisir, qu'il aime l'eau et puis voilà, qu'il s'amuse, qu'il découvre aussi cette activité, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France. Le cani-paddle est une activité à faire de juin à septembre. Comptez 25 € la séance de 2 heures. Plaisir et bonheur garantis pour vos toutous. Je sais.